On croit souvent raisonner de façon scientifique et même matérialiste en pensant que les gènes, les neurones et le système hormonal déterminent les comportements humains. Mais en réalité, ce sont souvent les idées réactionnaires qui se sont appuyées sur cette réduction au biologique. La biologie, en fait, ne suffit pas à comprendre l'histoire des hommes, de leur société et de leur culture. C'est le thème que je vous propose à présent. Donc, mon exposé s'appelle Gènes, hormones, neurones, nous ne sommes pas programmés. Je vous dirai à la fin d'ailleurs d'où vient ce titre. Si nous étions complètement déterminés, eh bien peut-être que les chiromanciennes qui disent les lignes de la main auraient raison. Ça voudrait dire qu'on peut savoir, en regardant notre main, qui nous sommes, mais aussi qui nous serons dans le futur. D'ailleurs, je vais vous apprendre à lire dans les lignes de la main. Regardez en 1, c'est la ligne de vie. Si elle est profonde et forte, eh bien vous êtes une personne robuste, énergique, résistante. Alors que si elle est peu profonde, vous avez une santé fragile. En 2, on appelle ça la ligne de tête. Eh bien, si elle est bien droite, vous êtes une personne structurée, organisée. Alors que si elle est courbe, vous êtes plutôt quelqu'un de créatif, de poétique. En 3, c'est la ligne du cœur, attention. Si elle est peu nette et peu profonde, c'est que vous êtes quelqu'un d'instable dans votre vie sentimentale. En 4, c'est la ligne du destin. Si elle est bien dessinée, vous êtes quelqu'un qui travaille fort et votre avenir est assuré. Par contre, si elle est faible et peu visible, vous avez des difficultés de contrôle, vous êtes plutôt quelqu'un de bohème. Les spécialistes disent que chez une femme, la main droite est celle du passé et que la main gauche, c'est celle de l'avenir. Et que pour les hommes, c'est le contraire. Bon, alors évidemment, tout ça, c'est des bêtises. Mais ce que je veux vous dire à travers cette petite introduction, c'est que notre avenir n'est pas inscrit, ni même dans les paumes de notre main. Alors, voilà le premier chapitre. Est-ce que nous sommes programmés par nos gènes? On va voir. Ici, vous avez Galton. Galton, c'est un cousin de Darwin, un partisan de l'évolution, mais il en a tiré une philosophie qu'on a appelée eugéniste. On y reviendra. Il pensait que non seulement l'intelligence, mais aussi la réussite sociale, le fait d'être juge ou évêque ou savant étaient inscrits dans nos gènes. La preuve pour lui, c'est que dans certaines familles, par exemple celle dont on voit l'arbre généalogique ici, eh bien, il peut y avoir beaucoup de personnes qui sont justement juges ou évêques ou savants, hein, des personnes célèbres. Et pour lui, c'est la preuve que tout cela était héréditaire. Sur cette photo, vous pouvez voir Alfred Binet. Alfred Binet, c'est l'un des créateurs du fameux quotient intellectuel, le QI. Alors lui, il était plutôt moderniste. Il défendait par exemple les classes à 20 élèves contre les classes à 60, comme c'était courant à l'époque. Et il a participé à la mise au point d'une série de tests qui évaluaient ce que l'on appelle l'âge mental. Et si cet âge mental est supérieur à l'âge réel, alors dans ce cas-là, le QI dépasse 100 et la personne est dite plus intelligente que la moyenne ou plus intelligente que la norme. Vous pouvez avoir un QI très élevé, genre 150 ou même 200. On dira dans ce cas-là, vous êtes très intelligent. Pour Binet, c'était surtout une façon de classer ses élèves. Par contre, le QI a rapidement été considéré comme une façon de mesurer l'intelligence en raisonnant comme si c'était inné. Il a été utilisé sur une grande échelle, par exemple en faisant passer des batteries de tests aux candidats à l'immigration aux États-Unis. Les migrants italiens, polonais, juifs passaient ces tests qui étaient censés mesurer leur intelligence comme si c'était une variable biologique, alors qu'on leur posait des questions tout à fait culturelles, genre quel est le surnom de l'équipe de baseball de Boston. Alors je vous aide, vous n'avez peut-être pas la réponse, mais j'ai choisi une photo où vous pouvez lire la réponse. Ce sont les Red Sox. Mais évidemment, c'est une question à laquelle ne peut pas répondre un immigré, hein, et donc on en déduit qu'il n'est pas intelligent. Dans les tests du QI, il n'y a pas ça, il y a plutôt ce genre de dessin dans lequel on vous demande par exemple qu'est-ce qui manque sur les dessins. Alors sur la ligne du haut, c'est assez facile de dire qu'il manque une bouche, un œil, un nez, mais sur la maison, est-ce qu'il manque une cheminée ou une croix, comme pouvaient répondre certains migrants italiens qui mettaient des croix sur les maisons terminées? C'est une réponse culturelle en fait, sans parler de ce qui manque dans le dessin numéro 10.
Nous ne sommes plus du tout dans une culture du couteau de poche et vous n'avez vraisemblablement pas un petit couteau de poche. Sans ça, vous diriez, il manque un des rivets sur le manche. Oui, il y a 3 rivets sur le manche pour tenir le manche. Quelqu'un avait trouvé? Eh bien, c'est sûrement quelqu'un de très intelligent. Ou plutôt quelqu'un qui appartient à la culture du couteau de poche. Et je ne vous parle pas de la boule de bowling qui manque dans l'image 15, ou du filet de tennis, ou du pavillon de gramophone de l'image 18. Voilà ce que c'est ces tests. C'est des tests pour mesurer objectivement, paraît-il, votre intelligence. Par exemple ici, qu'est-ce qui, dans cette liste, pourrait correspondre à l'opposition artificielle profond? Réfléchissez bien. Eh bien, c'est la paire naturelle superficielle, parce que artificiel est à naturel, ce que profond est à superficiel. Voilà, vous avez compris le principe? C'est un raisonnement, et c'est à vous de montrer votre intelligence sur ces raisonnements. Donc voilà une deuxième question, ne vous inquiétez pas, on ne fera pas les 10. Essayez de répondre. Qu'est-ce qui correspondrait à l'opposition haricots et poires? Eh bien, vous allez me dire, c'est déjà coché. L'opposition légumes, dessert. Eh bien non, ça c'est la première réponse qui m'est venue quand j'ai fait moi le test. Mais ce n'est pas du tout la bonne réponse. La bonne réponse c'est chariot, espoir. Et si quelqu'un l'avait trouvé, c'est très bien. Il est très intelligent selon les tests. Il a un très bon QI. Ceux qui n'ont pas compris, c'est parce que dans chariot et haricot, il y a les mêmes lettres. Et dans espoir et poire, il y a les mêmes lettres. Si vous avez trouvé, vous êtes donc très intelligent, ou plutôt, vous êtes habitué à ces jeux qui n'ont en fait rien de naturel. Dans le QI, il y a aussi des tests non verbaux. Par exemple, avec des séries de dessins. Après rond, rond avec croix et croix. Après carré, carré avec barre, il y a barre. Et qu'est-ce qui complète la troisième ligne? Après triangle, triangle avec un rond noir, il y a, vous avez trouvé un rond noir. C'est sûr, c'est logique, à condition de rentrer dans une forme de logique que j'appellerais conventionnelle, justement. Sur celui-là, je vous laisse vous débrouiller. Pour ne pas être trop long, vous pouvez arrêter, réfléchir, faire un arrêt sur l'image, et si vous trouvez, vous êtes dans les intelligents. Qu'est-ce qu'on fait avec les résultats de tous ces tests? On fait une courbe qui va du moins intelligent au plus intelligent. On dessine cette fameuse courbe en cloche, de bell curve en anglais, qui est censée classer les individus en fonction de leur capacité naturelle d'intelligence. Naturelle, entre guillemets. Il ne s'agit en fait pas du tout de capacité naturelle. On fait aussi des courbes comparatives entre les blancs, qui ont en moyenne un QI légèrement supérieur à 100, et les noirs, à gauche, qui auraient un QI légèrement inférieur. En fait, ce que ces tests mettent en évidence, ce sont des différences culturelles, mais on sous-entend que ce sont des caractéristiques biologiques, et dans ce cas-là, on invente des différences raciales. Et on peut défendre de telles bêtises et être soi-même très intelligent. Ce monsieur, c'est James Watson, pas le copain de Sherlock Holmes, pas celui de Élémentaire, mon cher Watson, mais le co-découvreur de la forme de l'ADN, la fameuse double hélice qui est d'ailleurs dessinée derrière lui au tableau. Il est encore, parce qu'apparemment ça conserve, il est raciste et il affirmait par exemple, je cite, « Toutes nos politiques d'aide sont fondées sur le fait que leur intelligence, celle des Africains, est la même que la nôtre, celle des Occidentaux, alors que tous les tests disent que ce n'est pas vraiment le cas. » Et quand on lui demandait un autre argument, que ces tests qui pouvaient être un petit peu contestables, il disait tous les gens qui ont eu affaire à des employés noirs se sont rendus compte que les hommes n'étaient pas égaux. Sans commentaire. À part l'intelligence, on a mis beaucoup de choses sur le compte du génome. Et ici, vous avez un génome qui comporte 3 chromosomes sexuels, un chromosome X et 2 chromosomes Y. Et on a inventé ce qu'on a appelé pendant un moment le chromosome du crime. On a fait des études en prison et on a montré qu'un certain pourcentage de prisonniers étaient porteurs de cette anomalie chromosomique. Ils avaient 2 chromosomes Y, le chromosome de la masculinité, et donc ça voulait dire que cette forme de trisomie lui donnerait une tendance naturelle, entre guillemets, à la délinquance et à la criminalité. Sauf que, petit détail, quand on a fait le même genre d'études à l'extérieur de la prison, on s'est aperçu que cette trisomie était relativement répandue et que, bien évidemment, il n'y avait pas de chromosome qui fasse naturellement de vous un criminel.
Alors, cette diapo, je l'ai mise parce que j'ai essayé d'énumérer un certain nombre de comportements humains dont on a prétendu qu'ils étaient plus ou moins déterminés ou favorisés par des gènes spécifiques. Il y aurait par exemple un gène de la danse classique, mais aussi un gène de la cuisine, un gène de l'athlétisme, un gène de la religion, un gène de la cuisine, un gène de l'orgasme féminin, un gène de l'appropriation territoriale, de la xénophobie, de l'agressivité, ou même un gène de l'esprit d'entreprise. Alors, en fait, si tout ça était génétique, eh bien, pourquoi ne pas faire de la sélection dans l'espèce humaine? C'est ça, justement, l'eugénisme. On l'a évoqué un peu plus haut. Pourquoi ne pas se lancer à créer, par sélection, une race supérieure, avec rien que des gènes supérieurs? Ne croyez pas que cette idée est propre, si l'on peut dire, à l'Allemagne nazie. Tous les pays occidentaux, y compris les USA, étaient eugénistes au début du XXe siècle. Ils appelaient ça l'hygiène sociale et raciale. Il s'agissait en gros de stériliser les porteurs de gènes à éliminer. On décidait que les personnes, par exemple, à QI faible ou porteuses de tares diverses, y compris sociales, les clochards, les voleurs, les prostituées, ne devaient pas pouvoir se reproduire. Alors on les stérilisait. Et mention spéciale pour la Suède, qui a voté une série de lois dans les années 30 qui aboutit à la stérilisation de 230 000 personnes entre 1935 et 1996. Oui, vous avez bien entendu, ces lois ont été abrogées après 1996. En fait, il s'agissait, dans ce raisonnement-là, d'aboutir à produire des bébés parfaits. Eh bien, figurez-vous, je n'ai pas réussi à trouver une photo de bébé parfait. Et alors, je vous ai mis celui-là en celluloïd pour vous donner une idée. Il y a une autre façon de procéder si on veut faire des bébés parfaits. On peut contrôler la fabrication. C'est ce qu'a essayé de faire ce monsieur, Robert Clark Graham, qui a créé une banque du sperme pour prix Nobel. Alors lui, il n'était pas scientifique, il cherchait juste les bonnes affaires et il avait essayé de faire fortune déjà dans les transistors, puis dans les verres de lunettes incassables. Mais il a eu cette idée géniale de faire une banque du sperme des prix Nobel dans laquelle un seul Nobel a donné à cette banque, mais aussi des centaines de margoulins qui se croyaient très intelligents. Et il y a eu 230 bébés avec cette banque, avant que cette banque ne ferme. Pas un des bébés n'est devenu spécialement intelligent, ni encore moins n'a eu un prix Nobel. Mais l'un des plus malins s'est révélé être le fils d'un ouvrier du bâtiment qui avait menti en disant qu'il avait fait des hautes études. Autrement dit, c'est quasiment la démonstration inverse de ce qu'il pensait. Alors attention, je n'ai pas du tout dit que le génome n'a pas d'importance. Les 3 personnes que vous voyez sur cette photo sont charmantes, heureuses de vivre et sont trisomiques. Et je pense qu'aucune d'entre elles n'aura de prix Nobel, sauf si on crée un prix Nobel de la bonne humeur. Mais c'est le moment de comprendre le plus important de cet exposé. C'est que le génome, c'est un peu comme un terrain sur lequel on va construire une maison. On ne construit pas la même chose sur n'importe quel terrain. Mais le terrain, ce n'est pas tout, et on en reparlera plus loin. Deuxième chapitre, on nous dit souvent que nous sommes déterminés par ce qui se passe dans notre tête, par les événements neuronaux. Là encore, il y a une vieille tradition, pas très reluisante, pour affirmer que les hommes diffèrent par nature, par le contenu ou même par la forme de leur boîte crânienne. On va voir ça. On va commencer par ce schéma, qui date lui aussi de la fin du XIXe siècle. On y voit 3 individus classés par ordre, du supérieur à l'inférieur, en fonction de leur tête. Le bel Apollon européen, blanc, en haut, un homme noir créole, ensuite, et un jeune chimpanzé, plus bas. À cette époque, certains affirmaient qu'il y avait une continuité et que l'homme noir est un intermédiaire entre l'homme blanc et le chimpanzé. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que les 2 crânes dessinés sur la droite de la page ne correspondent pas aux têtes en réalité. Et de fait, ils ont été déformés pour faire une meilleure démonstration de cette thèse débile. Quasiment à la même époque, un criminologue italien réputé, César Lombroso, publiait ce livre sur l'homme criminel, l'uomo delinquente. Il affirme, et c'est un scientifique à son époque, qu'il y a un lien entre la forme du crâne et du visage et les comportements.
Et que, par exemple, je lis ce qu'il affirme, que les meurtriers ont les yeux froids et vitreux, des poils abondants, de fortes mâchoires, que les faux monnayeurs ont des petits yeux, un grand nez, qu'ils deviennent vite chauves, que les criminels sexuels clignent des yeux, ont de fortes mâchoires et beaucoup de poils et les oreilles décollées. Toutes ces affirmations, qui nous paraissent bien sûr fantaisistes, lient de façon très réductionniste les comportements humains à des aspects physiques, comme si ces derniers étaient déterminants. On a aussi beaucoup parlé du volume du cerveau, qui est utilisé dans la même démarche. Il y aurait une hiérarchie des cerveaux qui irait du gros cerveau du mathématicien Gauss au cerveau plus petit d'une femme, Bushman, donc d'Afrique du Sud, et au cerveau encore plus petit du gorille. Et il y aurait une relation entre la taille du cerveau et l'intelligence. Eh bien, encore raté. Le poids du cerveau humain va effectivement de 1 kg à 1,9 kg. Ça fait une grande variation, presque du simple au double. Et cette variation, elle est surtout due à la taille de la personne. Il n'y a aucun lien avec l'intelligence. Gauss, comme Cuvier ou Tourguenieff, avaient des gros cerveaux, mais certains hommes à gros cerveau ne sont pas spécialement malins. Pendant que des hommes à petit cerveau, comme Anatole France par exemple, avaient un cerveau de 1017 grammes, juste à la limite inférieure, et pourtant ne sont pas arrangés dans les gens trop bêtes. Pour info, le cerveau de Einstein, que vous voyez ici à l'écran, pesait 1230 grammes, et finalement en dessous de la moyenne. Mon troisième chapitre porte sur l'affirmation, bien à la mode dans la période actuelle, que c'est le système hormonal qui dirige nos comportements. Là encore, on va regarder ça de près. Alors, tout d'abord, bien sûr que le système hormonal pilote, dans le monde animal, des comportements bien repérables et tout à fait nécessaires à la reproduction de l'espèce. Les hormones ont bien sûr une influence, y compris dans la reproduction humaine. Mais j'ai quand même envie de dire dès maintenant qu'il y a d'énormes différences dans tous les domaines entre l'espèce lapin et l'espèce humaine. On y reviendra. En tout cas, c'est bien le système hormonal féminin qui va orienter en haut, en allant de gauche à droite, le tissu des organes reproducteurs, qui va aller en direction d'organes reproducteurs féminins, et sur les trois photos en bas, la photo de gauche, le système masculin qui va orienter les tissus originels à gauche vers des organes reproducteurs masculins. Le rôle des hormones est indéniable. Mais de là à dire, comme le fait Simon Levet dans son livre Le cerveau gay, il dit que son homosexualité vient de l'influence des hormones féminines sur son cerveau. Eh bien ça, c'est une bêtise, ça n'a aucun sens. Les formes de la sexualité sont le résultat de toute l'histoire personnelle dans une société bien précise, et ce serait très réductionniste d'en faire le résultat direct et obligatoire de l'influence hormonale. D'ailleurs, réfléchissez bien. Ce raisonnement a été tenu par d'autres, Steven Pinker, un raisonnement parallèle qui dit les hommes ont de meilleures performances en mathématiques à cause de l'action de la testostérone sur le cerveau. Ces idées sont des idées très à la mode dans les milieux assez réacs qui prétendent que les caractéristiques féminines et masculines résultent de leurs systèmes hormonaux différents. Alors, on va préciser tout de suite qu'il y a quelques infimes différences entre cerveau féminin et cerveau masculin, c'est vrai. Le cerveau féminin participe par exemple au cycle menstruel, et bon, c'est quasiment indiscernable. Mais il n'y a aucune différence dans les parties du cerveau qui sont engagées par exemple dans les opérations mathématiques. Plus exactement, ces régions sont plus développées chez ceux qui ont beaucoup travaillé les mathématiques, que ce soit des mathématiciennes ou des mathématiciens. Encore une fois, il n'y a rien de naturel, juste des histoires et des cultures différentes. En fait, les systèmes hormonaux sont différents entre les femmes et les hommes, mais les différences ne sont pas tranchées. Et surtout, on ne peut pas dire qu'il y a des hormones masculines et des hormones féminines. C'est tout à fait abusif. Les femmes et les hommes produisent aussi bien de la testostérone que des estrogènes, dont les formules chimiques sont d'ailleurs assez proches, comme vous le voyez. Simplement, les proportions ne sont pas les mêmes. Mais elles varient. Elles varient avec les individus, elles varient avec le temps, avec l'âge. Et donc, j'ai envie de vous raconter cette histoire assez amusante. À gauche, vous avez un fougueux étalon, un cheval mâle, et à droite, tenu par une jeune fille, une jument. Pendant longtemps, on extrayait les estrogènes, qu'on appelle abusivement hormones féminines, on les extrayait de l'urine de jument.
jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que l'étalon cheval produit en réalité beaucoup plus d'estrogène que la jument. Et maintenant, on les extrait de l'urine du cheval mâle. Ceci dit, les idées réactionnaires de ceux qui veulent prouver que les différences entre le féminin et le masculin sont naturelles et biologiques, ces idées réactionnaires sont tenaces. Une expérience a été menée, on n'y croit pas des fois, récemment, sur des singes vervettes. Il s'agissait de vérifier si les femelles jouent davantage avec la casserole ou le bébé et si les mâles jouent davantage avec un jouet à roulette. Vous vous rendez compte du raisonnement? Il s'agissait de démontrer sur un vervette, dont l'espèce est séparée de l'espèce humaine depuis à peu près 20 millions d'années, qu'il existait déjà chez ce singe une tendance naturelle chez les femelles à jouer avec des jouets féminins. Alors, les résultats n'ont pas été concluants. En particulier, les singes, mâles et femelles, ont mis en pièces la poupée. Ils ont arraché la tête, les bras, les jambes. Et ce n'était sûrement pas le résultat escompté. Mais ceux qui ont mené cette expérience ont quand même affirmé qu'elle était démonstrative. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder l'analyse très critique de cette expérience. Elle est sur le blog Allodoxia, animé par Odile Fillot, et c'est un texte très précis et très convaincant. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier en bloc l'influence de la chimie sur nos comportements. Ce serait du réductionnisme dans l'autre sens. Bon. Mais même quand vous administrez un somnifère à tout un groupe, vous voyez sur cette mignonne photo, tous finissent par s'endormir. Même celui auquel on a donné, au contraire, un excitant, sans lui dire. Comme quoi l'influence du groupe peut contrebalancer l'influence du somnifère. Dernier exemple, nous serions commandés, sans le savoir, par les fameux phéromones émis par nos proches. Et cela déclencherait chez nous des comportements programmés. La séduction, entre autres. Vous allez tomber amoureux. Eh bien, là, nous sommes chez les Maasai, au Kenya. Et dans ce groupe, l'aphrodisiaque le plus réputé, c'est l'urine de vache. C'est irrésistible, paraît-il. Irrésistible à condition d'avoir été élevé dans la culture Maasai, bien évidemment. Alors, pour conclure, je voudrais dire deux choses bien précises. D'abord, je voudrais vous mettre en garde contre l'anthropomorphisme. Oui, je vais expliquer ce mot. Et ensuite, je voudrais essayer de donner une image qui illustre cette relation complexe entre le biologique et le culturel. L'anthropomorphisme, c'est le fait de comparer des comportements animaux à des comportements humains, sans tenir compte des différences extrêmement importantes qu'il y a dans l'espèce humaine. On ne peut pas, sauf en poésie on peut dire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas parler de meurtre, de suicide, de viol, d'amant, de mari quand on parle de société animale. Le groupe de babouins que vous voyez là est composé, comme la quasi-totalité des groupes de babouins, d'un mâle dominant et d'une série de femelles. Mais parler de harem, c'est abusif. C'est le comportement de tous les babouins. Il est inscrit dans le patrimoine de l'espèce et ils ne peuvent pas vivre autrement. Alors que chez l'homme, la polygamie et l'existence des harems est un phénomène culturel qui a une histoire. C'est un comportement qui disparaîtra un jour, j'imagine, enfin j'espère, et il ne fait pas partie intégrante de l'espèce humaine. Autre exemple, l'accouplement des canards. C'est violent, effectivement. En fait, vous ne voyez quasiment pas la canne. Elle est en dessous des 3 canards qui la couvrent, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais parler de viol, c'est sous-entendre que le comportement humain du viol est du même ordre biologiquement fondé, en quelque sorte naturel. Alors que là encore, le viol, c'est un comportement humain lié à une époque et qui disparaîtra aussi de l'espèce humaine, sans que l'espèce humaine disparaisse pour autant. Dernier exemple, le fonctionnement des sociétés d'abeilles autour de leur reine. Commençons par dire que pendant très longtemps, on parlait du roi et pas de la reine, avant que les connaissances sur la reproduction des abeilles ne se précisent et qu'on parle d'ouvrières, de soldats et de reines. Mais franchement, quel rapport y a-t-il entre la reine des abeilles, qui en fait est une véritable machine à pondre, qui n'a aucune autonomie, qui est nourrie de force, qui est totalement prisonnière, et la reine d'Angleterre, qui n'est pas une machine à pondre nourrie de force, qui est le symbole d'un ordre disparu, mais qui subsiste encore aujourd'hui malgré tout. Donc c'est le fruit d'une histoire riche et complexe. L'anthropomorphisme
nous amène souvent à des raisonnements réducteurs et totalement erronés. Ne comparez pas trop facilement les espèces vivantes animales et l'espèce humaine. Alors, je l'ai dit plus haut, le génome, le cerveau, les hormones, c'est un peu comme un terrain à bâtir. Et sur un terrain à bâtir, ça peut être plane, ça peut être escarpé, ça peut être rocheux, ça peut être humide. Il n'empêche, la maison qu'on va construire dessus n'est pas déterminée, loin de là, par la nature du terrain. En fait, il y a l'imagination de l'architecte, il y a les matériaux de construction disponibles, il y a les modes de l'époque qui vont permettre de réaliser des maisons extrêmement variées sur un même terrain. Ne pas être réductionniste dans mon image, ça veut dire ne pas confondre l'architecture et la géologie. Je finirai mon exposé par cette diapo d'Albert Jacquard, qui a préfacé un livre que j'avais trouvé très intéressant. Il date de pas mal d'années et c'est lui qui a donné son titre à mon montage. Le livre s'appelle « Nous ne sommes pas programmés ». Dans sa préface, Jacquard écrit « Notre patrimoine génétique nous permet de développer des cordes vocales. Il nous permet de parler, mais il ne nous apprend pas à parler. D'autres hommes sont nécessaires, qui nous apportent les recettes d'utilisation des outils que la nature nous a fournis. » Et je rajoute, avec ces mêmes cordes vocales, nous pouvons parler des centaines de langues différentes. Alors, les comportements humains ne sont pas gravés dans le marbre. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous militons pour que dans la société de demain, les femmes et les hommes aient des comportements complètement différents des comportements actuels, des comportements fraternels, égalitaires, épanouissants, et que disparaissent les comportements d'oppression, d'exploitation et cette fameuse loi du plus fort dont on nous dit souvent qu'elle est naturelle. Je vous remercie.